Faut-il réformer les rythmes scolaires? La question anime le débat public depuis des années, voire même des décennies. En février dernier, Emmanuel Macron a réaffirmé sa volonté de réorganiser le temps passé en classe et de raccourcir peut-être les journées, voire les vacances. Il y a 2 semaines, le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geoffroy, lui a emboîté le pas en ouvrant la porte à un début des cours à 9 h pour les ados. Pour autant, il l'admet, aucune décision ne sera prise avant l'élection présidentielle. Pour nos 2 invités, il y a pourtant urgence à agir. On en parle. Et je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Agnès Lebrun. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes conseillère régionale de Bretagne, vous êtes ancienne maire de Morlaix et surtout ancienne enseignante. Vous connaissez par cœur ce monde de l'éducation. Vous avez connu de près les élèves, le monde de l'éducation, puis après le monde politique. On est ravis de vous recevoir pour parler des rythmes scolaires aujourd'hui. Antonin Vialette qui est avec nous aussi, par visio. Bonjour Antonin. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes représentant lycéen académique de l'Académie de Clermont-Ferrand en terminale générale, donc c'est bientôt, plein de courage, au lycée Madame de Staël de Montluçon et c'est dans l'Allier. On part de ce fameux constat, souvent ce sont les prismes des experts de l'éducation que l'on regarde davantage. Je propose peut-être d'inverser la donne cette fois-ci, peut-être partir de vous, Antonin, dès le départ. Vous avez mené une grande consultation auprès de 600 lycéens de votre académie. J'aimerais déjà la première réaction, ce qui prédomine après cette grande consultation. Alors, ce qui prédomine, c'est des chiffres et un constat qui est vraiment accablant et je dirais même un peu effrayant sur certains points d'un point de vue juste santé mentale, bien-être des lycéens. Donc, on a une dizaine de chiffres très intéressants sur les rythmes scolaires des lycéens. Donc, moi, je pense que le chiffre qui m'a le plus retenu mon attention, c'est que les lycéens, en tout cas qu'on a interrogés, ils font en moyenne 31 heures de cours par semaine devant un professeur. Sans compter les devoirs le soir, c'est bien ça ? Sans compter les devoirs le soir, donc et puis les devoirs le week-end, les temps de transport et tous les engagements qu'il va y avoir à côté. Est-ce qu'Agnès Lebrun, à l'époque, donc vous étiez enseignante de lettres, est-ce que vous avez ressenti la même chose? C'est-à-dire se dire, effectivement, il y a un programme à suivre, effectivement, on a envie qu'ils aient une instruction formidable, et en même temps, tous les élèves, et en même temps, c'est trop, quoi. Oui, bien sûr. C'est une vieille histoire, c'est-à-dire que c'est une anomalie française de dissocier totalement le corps et l'esprit, en vérité. C'est-à-dire que tout ce qui est activité physique et donc aussi bien-être corporel, c'est-à-dire le sommeil, est considéré comme une sorte de récréation, de pause entre 2 activités sérieuses. Or, évidemment, c'est pas comme ça que ça marche. Aujourd'hui, un lycéen qu'on fait se lever à 6 h le matin, c'est à peu près comme un adulte qui est privé de sa nuit. Donc, évidemment, on voit bien que le rythme scolaire français n'est pas du tout adapté à l'évolution et à la construction du cerveau d'un lycéen, dont il faut souligner que même comme Antonin, il est très vif et actif, il n'empêche qu'il n'est pas totalement construit. Il a encore besoin de repos et de sommeil, et pas de sommeil passif, mais de sommeil qui construise la pensée ensuite, qu'il pourra développer dans un cours normalement où il sera complètement réveillé. Développement du cortex frontal et tout ce que l'on sait qui se développe évidemment tout au long de la vie, mais surtout au début, et donc jusqu'à, je crois, 21, 22 ans, il me semble, à peu près. Ça n'empêche pas qu'après, ça continue de se développer, mais autrement. C'est vrai que quand on parle de rythme scolaire, j'aimerais juste faire une petite précision. On parle bien sûr des horaires, le matin, le soir, le rythme quotidien, mais on parle aussi, et bien sûr, des vacances scolaires. Quand on parle de rythme scolaire, on parle aussi de la durée des cours, la totalité du nombre de cours ainsi que la durée des cours. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu dans ces rythmes scolaires, d'où l'importance d'en parler aujourd'hui. Cette consultation que vous avez donc menée, Antonin, 82%, il en ressort que donc 82% des jeunes ont une amplitude horaire quotidienne de 8 à 10 heures, alors que le Code de l'éducation recommande maximum 8 heures. Ça, c'est assez étonnant. C'est quoi? C'est une latitude de la part des établissements? En fait, il ne faut pas mettre la faute sur le dos des établissements, puisque d'abord, eux, ils doivent, pendant les vacances d'été, il faut quand même le rappeler, les chefs d'établissement, ils doivent construire des emplois du temps avec énormément d'heures. Ce qui fait qu'en fait, par exemple, pour prendre le cas de mon lycée, on est un petit peu moins de 1000 élèves, il y a 800 à 850 emplois du temps différents. C'est-à-dire qu'en fait, on a quasiment un lycéen qui a un emploi du temps, et donc
personne n'a le même emploi du temps. Ce qui fait que du coup, la difficulté... À cause des options, à cause des spécialités, des options, à cause des choix qui sont faits, hein, c'est ça, il faut préciser, oui. Voilà. D'accord. Et là, ici, poursuivez, oui. Et donc la difficulté, voilà, c'est déjà que les chefs d'établissement doivent construire ces emplois du temps-là. Ensuite, est-ce que c'est une volonté de l'établissement? Non, je pense pas. Je pense que c'est une volonté déjà de commencer les cours à 8h au lycée, les terminer à 18h. À partir déjà de ce moment-là, quand on a un modèle où on a une amplitude qui fait 8h, 18h, c'est déjà énorme en fait. Mais 8h, 18h, ça ne marche pas pour tous les jours, parce que ça ne fait pas 31 heures. Donc, c'est quoi la disparité? Alors non, en fait, 8h, 18h, c'est vrai que c'est le modèle de base. Donc en fait, au minimum, on peut commencer à 8h et au maximum, on peut finir à 18h. Mais par exemple, pour être dans une classe avec une spécialité BFI, donc c'est-à-dire qu'ils passent le bac français international, c'est une section en fait où ils ont entre 35 et 36 heures de cours devant un professeur. 35 et 36 heures de cours devant un prof. Alors, on ne parle pas encore des profs, mais on va y venir aussi, hein, parce que c'est compliqué pour eux aussi, bien entendu. Mais là, on parle des élèves. Peu importe l'âge, d'ailleurs, hein, parce que là, on a tendance à parler avec un lycéen, mais un collégien, enfin, c'est compliqué aussi. Hein. Même un enfant du primaire, ouais. Même un enfant du primaire, si on compte le temps de transport. L'anomalie française, en fait, elle repose sur ce qu'on appelle le 7-2, c'est-à-dire 7 semaines de travail, 2 semaines de vacances. Oui. Ce qui ne rend pas les vacances d'été beaucoup plus longues que dans d'autres pays européens. Ça, c'est un peu un préjugé. Il y a par exemple, en Italie, les vacances d'été sont beaucoup plus longues qu'en France. En revanche, le volume horaire global annuel est bien supérieur en France. C'est-à-dire qu'en France, chaque élève travaille, la moyenne, puisque effectivement, entre primaire et secondaire, ça peut être différent, c'est 900 heures. Alors qu'il y a des pays comme l'Espagne, par exemple, où les élèves travaillent 760 heures par an. Oui, alors c'est complètement différent. Cette logique des horaires, justement, un horaire en moyenne, on dit qu'il dure 1 heure ou 55 minutes. On sait très bien que le temps de concentration n'est pas du tout de 55 minutes ou 1 heure. Pourquoi le maintenir ? Alors, parce que Antonin l'a souligné, enfin souligné une des facettes, c'est parce que en France, on veut depuis longtemps et depuis avec une accélération qui a suivi un peu la sarabande des ministres qui se sont succédés les uns aux autres à une vitesse effrénée et qui ont voulu marquer pour certains leur empreinte par une réforme. On apprend tout. Et on est tenté de dire et n'importe quoi. Et en l'occurrence, c'est pas et n'importe quoi, mais tout et le reste. Alors que sur ce volume horaire, si on le réduisait annuellement en se concentrant sur ce que l'on appelle les fondamentaux, c'est-à-dire lire, savoir lire, compter, connaître la géographie, connaître l'histoire et apprendre l'esprit critique, et à se servir par exemple de l'intelligence artificielle, eh bien on limiterait, évidemment il faut apprendre l'anglais et les quelques langues vivantes, mais on limiterait le volume annuel, horaire, et on pourrait se consacrer, y compris pendant les cours d'ailleurs, à une activité physique qui me semble être le besoin le plus essentiel. Antonin tout à l'heure a parlé de santé mentale, il a eu raison. C'est un nombre, je l'ai oublié, 3 élèves sur 5, mais je peux peut-être me tromper, qui au cours de son parcours scolaire va connaître des troubles dépressifs. On va mettre en place des remédiations réparatrices. On est presque à 3 sur 4 maintenant. Hein. 3 sur 4. Mais si on inclut, voilà. Si on inclut jusqu'à 25 ans, donc c'est un peu plus large. Mais... Donc on essaye de mettre en place des remédiations. Mais reprenons la base des choses. On dort bien quand on a épuisé son corps, et on a épuisé son corps quand on l'a livré à une activité physique qu'il réclame. Et à titre, c'est ce que j'explique dans d'autres écrits que j'ai pu produire, il me semble que le grand oublié de l'histoire, les 2 grands oubliés de l'histoire éducative, c'est le sommeil et l'activité physique. On peut, vous voyez, Antonin parlait de l'épuisement qui est réel, que j'ai moi-même constaté comme prof. On peut avoir des méthodes très simples d'activité physique soft, dirait-on, c'est-à-dire épanouissante mais non traumatisante, comme des pédaliers sous les tables pour pouvoir dégourdir les jambes des plus agités. On peut trouver des tas de moyens de réintégrer l'activité physique comme un fondamental pour l'épanouissement du corps qui conduit à l'épanouissement de l'esprit. Antonin Violette, ce qui ressort aussi de la consultation que vous avez faite, est-ce que les élèves réclament davantage aussi d'éducation physique et sportive et d'activité de manière générale dans la logique des cours ?
En fait, nous, on a posé un constat, on a posé des chiffres, des faits concrets de lycéens, de ce qu'ils vivent de manière générale dans leur vie. Et au-delà de ça, on ne s'est pas arrêté simplement aux chiffres. On a voulu proposer des solutions. Parce que c'est bien beau de faire un constat, il faut aussi proposer des solutions derrière. Et justement, ce que vous proposez là, enfin ce que vous parlez depuis quelques minutes, c'est en fait tout ce qu'on propose nous. Le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, s'est réuni pour parler des temps de l'enfant. Il a préconisé notamment donc, de commencer les cours à 9h, les finir à 16h30, mais au-delà de ça, c'est aussi de diviser la journée en deux avec une matinée de cours théoriques et l'après-midi réservé à des cours pratiques. Donc ça va être du sport justement, ce qui est très important, les activités artistiques, ça va être pour certains de la musique, ça va être par exemple certains aiment bien l'éloquence, enfin voilà, toutes les choses là qu'on n'apprend pas en temps normal au collège, au lycée ou en école primaire, et bien ce serait réservé pour l'après-midi en fait. Vous dites 16h30, il me semble que c'est 15h30, non, la fin des cours qui sont l'horaire proposé, non, de fin des cours par le CESE. Ce serait au collège. Ah oui. D'accord. Et 16h30 au lycée. 16h30 au lycée, d'accord. Je reviens sur cette notion, effectivement, un peu d'exception culturelle européenne. Quand on voit le niveau des élèves français, on n'est pas là pour se flageller, mais enfin quand même, on n'est quand même pas les premiers, si ce n'est presque les avant-derniers, voire derniers, notamment en maths et en français. Est-ce que je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une réflexion qui soit davantage portée et surtout davantage actée, parce que, comme vous le dites, c'est un marronnier. On parle de ça depuis des décennies. Vous avez travaillé avec Jean-Michel Blanquer. Il a réfléchi lui-même, effectivement, à cette notion des rythmes scolaires. Depuis, on a eu 7 ministres de l'Éducation nationale. À chaque fois, ça revient sur la table. Est-ce que c'est pas un peu démago, cette réflexion systématique, et finalement peu de changements après ? Alors, ça peut ne pas l'être. Jean-Michel Blanquer, que vous citez, a mis en place le dédoublement des classes qui a été poursuivi et qui a montré son efficacité. Donc, on peut faire des choses, on peut agir, mais peut-être... Ça, c'était sur les rythmes scolaires, le dédoublement des classes ? Oui, c'était sur l'accompagnement scolaire un peu plus fléché, et qui permet... Mais sur les rythmes scolaires, c'est vrai que... Le navire, pour ne pas dire le tanker éducation nationale, est extrêmement dur à manœuvrer. Et il est surtout extrêmement centralisé. Et Antonin a raison de dire qu'on n'est pas là juste pour être dans la déploration, mais dans la proposition. Et les propositions aussi que l'on peut faire, c'est de décentraliser en gardant un socle républicain, parce qu'on tient à l'égalité républicaine évidemment, mais qui tienne compte des singularités et des spécificités régionales, et qui tiennent compte des particularités géographiques, par exemple rurales. Ça veut dire que ça doit être différencié, bien sûr, en fonction des territoires. Bien sûr. Dans cette perspective-là, notamment vis-à-vis des transports, on peut très très bien imaginer que les collectivités, autre marronnier, le grand acte de décentralisation qu'on ne verra pas encore renaître cette année, mais on pourrait très bien imaginer, et d'ailleurs le ministre Geffray l'a un peu initié en disant que cette année, pour la carte scolaire, il allait prendre des départements expérimentaux en inversant les choses. Oui. C'est-à-dire qu'en n'ayant pas une version descendante, mais en essayant de faire remonter les choses des territoires, et c'est une très bonne nouvelle. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Les établissements scolaires qui ont des projets d'établissement et des chefs d'établissement chargés d'établir ce projet d'établissement aux côtés des collectivités de rattachement, les départements pour les collèges et les régions pour les lycées, les communes pour les écoles primaires, peuvent tout à fait faire des propositions qui soient respectueuses des rythmes, puisque nous parlons des rythmes scolaires. Le rythme rural n'est pas le rythme urbain. Quand vous avez 3 stations de métro pour aller à votre lycée, vous n'êtes pas dans la même situation qu'un élève rural qui se tape, pardon de l'expression, 1h15 de bus. C'est pas du tout pareil. Lorsque vous êtes dans les territoires ultramarins et que vous subissez non pas le soleil, vous allez sur la plage le soir, etc., parce que c'est pas comme ça que ça marche. En Martinique, la nuit tombe d'un seul coup et les élèves sont tout aussi épuisés qu'ailleurs, mais il y a quand même eu des adaptations. Et on ne peut pas... On est quand même en 2026 avec un changement climatique dont on nous parle matin, midi et soir, et que l'on constate matin, midi et soir, et on continue à avoir les mêmes rythmes scolaires pour un enfant de Bordeaux, de Lille ou de Brest. C'est vrai que selon votre étude, effectivement, enfin, la consultation, pour reprendre le terme précis, Antonin Vialette, 34% des élèves interrogés ont plus d'1 heure de trajet dans la journée. Donc c'est une forme de discrimination, quelque part aussi. Oui, pour être lycéen à Montluçon et habitant à Vichy, je peux vous dire, en termes de ruralité, on est servi. On est en plein cœur de l'Allier, quasiment en plein cœur de l'Auvergne, et en fait, on est un des départements, on est très bien servi par la région,
il faut quand même le rappeler. Mais dans notre consultation, voilà, on déplore quand même que la majorité des lycéens ont 3/4 d'heure de transport. Donc, hors les personnes qui sont internes, évidemment. Revenons sur la charge mentale. Revenons sur la charge mentale, Antonin. Quand vous parlez de charge mentale, par rapport justement à ces rythmes scolaires, c'est quoi exactement? C'est le fait que le corps ne suive plus parce que justement, pas assez de sommeil. C'est le fait aussi de ne pas pouvoir se divertir, avoir le temps de se divertir autrement, le fait de faire autre chose, c'est le sport. Expliquez-nous, quand vous parlez de charge mentale, en quoi ça consiste, puisque ça touche 76% des élèves contactés. Donc avant de faire cette consultation, on parlait de charge mentale avec les autres élus qui sont avec moi à l'académie, au rectorat. Une fois qu'on l'a terminé, on parlait même pas de charge mentale, on parlait de surcharge mentale. Pourquoi? Parce qu'en fait, au-delà des cours qu'on va avoir en présentiel devant un professeur, donc en l'occurrence 31 heures en moyenne, qui peut monter même à 35-36 heures, on a au-delà de ça donc des devoirs chaque soir. Donc en fait, on finit les cours la plupart du temps à 18h, il faut quand même le rappeler, nos emplois du temps, voilà, la plupart du temps c'est 17-18h, ça va dépendre des personnes. Ensuite, on a entre 1h30 et 2h30 de travail personnel chaque soir, d'après notre consultation. Voilà, donc ça c'est quand même les choses à retenir. Et puis, au-delà de ça, chaque week-end, c'est en moyenne 4 heures de travail personnel. Donc en fait, quand le week-end, on nous dit, voilà, c'est le moment où vous devez passer du temps en famille, avec vos amis, avec vos proches, non, c'est pas forcément ce qu'on va faire de manière générale. Sachant qu'on n'a pas toujours choisi le fait d'aller à l'école et de... Alors, je le dis de manière tout à fait souriante, hein, mais c'est pas la même chose que les études qui suivent après, où a priori on prend un cursus qui nous intéresse davantage et qu'on a suivi. Et je pense que ça pèse beaucoup effectivement dans la charge mentale aussi des jeunes qui pour certains ne comprennent pas toujours la chance qu'on a de pouvoir apprendre. Je reviens sur l'enjeu aussi, un autre enjeu qui est celui des vacances. Les vacances, ça pose une vraie question. On dit le terme des enfants, les petites et les grandes vacances. Donc les vacances évidemment de la Toussaint et de Pâques, ou plutôt d'automne et de printemps. Est-ce que ces vacances-là pourraient être réduites et ce serait bénéfique pour justement récupérer du temps, Agnès Lebrun? Alors, d'abord, le premier constat que l'on fait, c'est que les vacances aggravent les inégalités scolaires. Parce que selon que l'on va au ski avec ses parents et qu'on reste chez soi devant la télé, évidemment, on n'est pas à égalité. La logique des vacances et des zones en particulier, ça a été une logique économique des 30 Glorieuses. C'est-à-dire que quand le tourisme s'est démocratisé, pour ne pas dire massifié, on a voulu faciliter l'économie touristique, mais ça c'est une logique d'autoroute, c'est pas une logique de cerveau d'enfant, et c'est pas une logique de cerveau d'élève. La nuance que j'apporte, c'est que celle que je soulignais tout à l'heure, c'est que pour autant, la France n'est pas celle où il y a le plus de vacances. Hein. Oui, je l'entends, voilà. Effectivement, c'est une réalité. Mais si on prend l'Europe du Nord, et c'est vrai que bien souvent c'est vers l'Europe du Nord que l'on regarde, vers l'Europe du Nord, les vacances sont beaucoup plus courtes et beaucoup plus réparatrices probablement. Mais oui, ça veut dire un accompagnement différent. Mais pour autant, effectivement, existent les pays du Nord pour une fois de l'Europe. C'est vrai qu'Antonin, dans les solutions que vous proposez à l'issue de cette consultation, vous citez la Pologne, l'Italie, le Mexique, l'Allemagne, effectivement, bon, qui reste plus au nord, un peu plus au nord que d'autres pays. Mais enfin, c'est vrai que d'autres pays aussi d'Europe ont des modèles qui, a priori, fonctionnent mieux. On a pris notamment l'exemple des pays scandinaves, donc la Finlande, la Norvège, la Suède. Ces 3 pays-là, notamment la Finlande, sont pour nous des exemples en fait de modèles scolaires. Et donc du coup, dans nos propositions, voilà, il faut quand même le rappeler, nous en tant que lycéens, il faut dire les choses, on veut pas moins de cours. On ne veut pas supprimer des matières, on ne veut pas supprimer des postes de professeurs, c'est pas la question. Nous, ce qu'on veut, c'est pas en fait faire 8h, 18h dans une journée, c'est concrètement réagencer nos rythmes scolaires pour avoir des journées un tout petit peu plus courtes, donc commencer à peine plus tard, finir à peine plus tôt. Mais par contre, c'est surtout, voilà, ça va passer par le fait d'avoir des vacances plus réduites. Alors, oui, voilà, donc on pourrait peut-être penser que les élèves seraient pour Les élèves comme les profs, d'ailleurs, vous pensez seraient pour? Alors, les professeurs, quand on a fait notre consultation, c'est un point d'accroche, j'ai envie de dire. Comme d'ailleurs aussi tout ce qui va être agence de tourisme, enfin voilà, toutes ces entreprises-là du tourisme, forcément, sont relativement opposées, puisque du coup, moins de vacances dit aussi moins de rentrée d'argent.
Mais les professeurs, c'est un point d'accroche, puisqu'effectivement, du coup, c'est aussi rogner une partie de leurs avantages qui sont déjà pas forcément importants. Mais par contre, il faut quand même rappeler que certains professeurs sont favorables à tout ce qu'on propose. Il faut aussi le dire. Et surtout, les profs, en tout cas à mon époque, disaient tout le temps, on n'a pas le temps de finir le programme. C'est quand même une phrase qui revient très souvent. Et pour autant, un nombre d'heures de cours assez large. Donc c'est quoi? C'est un problème de pédagogie aussi, vous qui avez été enseignante? Simplement pour répondre à Antonin, sur les vacances, un prof n'arrête jamais de travailler. C'est-à-dire que pendant les vacances, il se repose, mais il va au musée, il va récupérer du matériel pédagogique, etc. Donc il est toujours dans la vocation éducative et dans le continuum éducatif. Par contre, je crois que le blocage, il est syndical bien sûr, mais il vient aussi du fait que les profs sont extrêmement mal payés. C'est-à-dire qu'ils considèrent, pour certains, que finalement c'est une forme de compensation. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et je suis convaincue que s'il y avait une revalorisation salariale des professeurs à la juste hauteur de ce qui se fait dans les autres pays de l'Union européenne, on aurait des professeurs tout à fait disposés s'ils avaient du matériel, s'ils avaient des salles des salles de travail, etc. Pour répondre à votre question sur la pédagogie, c'est peut-être un point de divergence avec Antonin, c'est le seul que j'observe, c'est que sur le volume horaire, pour ma part, je pense sincèrement que 900 heures, c'est trop. En Espagne, les élèves qui sortent des établissements espagnols ne sont pas moins cultivés que les élèves de France. Vous avez souligné qu'on n'était quand même pas extrêmement bien classés. Ouais. Donc on pourrait peut-être commencer par réduire cette voilure-là, s'occuper du corps des élèves, s'occuper vraiment de leur santé physique et mentale, et puis se recentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, ça ne veut pas dire qu'on ne s'occupe pas... que ce qui est accessoire est superficiel. On peut aussi avoir des activités accessoires. Simplement, entre 900 heures et 760, il y a quand même une sacrée marge. Il y a une sacrée marge. Qu'on pourrait trouver pour rééquilibrer ces rythmes scolaires. Merci beaucoup à vous deux d'avoir participé au Grand JT. Agnès Lebrun, je rappelle que vous êtes conseillère régionale de Bretagne, également ancienne maire de Morlaix. On embrasse tous les habitants. Comment on les appelle, les habitants? Les Morlaisiens. Les Morlaisiens, on les embrasse. Et les Morlaisiennes. Et ben, évidemment. Mais c'est vrai que le masculin l'emporte toujours sur le féminin, ça commence à nous agacer, ça. Les Morlaisiennes, voilà. Ancienne enseignante de lettres également, ancienne députée européen aussi. Antonin Vialette, pardon. On vous souhaite évidemment plein de bonnes choses pour cette année et ce bac qui vous attend. Vous êtes représentant lycéen académique. On embrasse tous les habitants de Clermont-Ferrand qu'on appelle les... Aidez-moi. Les Clermontois, voilà, j'avais peur de dire une bêtise. Vous êtes en terminale donc générale au lycée Madame de Salamontluçon. Merci à vous.